Éric fait de la chirurgie vasculaire. Il est chef de service à l'hôpital René Dubos de Pontoise. Il est président de la chaîne de l'Espoir qui a été créée par Alain Deloche et lui en 1988. Et la raison pour laquelle nous avons tenu à l'inviter ce matin, sans savoir à l'époque qu'il arrivait tout droit de Kaboul, donc ça c'est assez chic, je trouve, la ligne directe, Kaboul, l'hôtel Salomon de Rothschild, c'est que s'il y a une audace française qui est devenue une tradition, c'est bien celle de la médecine humanitaire, à tel point d'ailleurs qu'on vous appelle les French Doctors. Et cette audace-là est née, Éric, il y a quoi, à peu près un demi-siècle? Tu étais à peine né? Oui. Oui. Le Biafra. Le Biafra. Et elle s'est perpétuée à travers un certain nombre d'organisations d'origine française et qui sont maintenant des marques et des entreprises mondiales. Médecins sans frontières, tu en as été. Médecins du monde, tu es l'un des fondateurs. Et dans la myriade d'organisations qui, en France comme ailleurs, se sont créées dans cette tradition-là, la chaîne de l'Espoir a renouvelé cette démarche puisque la chaîne de l'Espoir consiste, mais tu vas l'expliquer mieux que moi. La chaîne de l'Espoir, d'abord, consiste à faire venir des enfants en France qui ont simplement l'inégalité du lieu de naissance, c'est-à-dire que souvent on est dans un endroit et on sait parfaitement qu'on serait à Paris, on pourrait opérer cet enfant, et donc ça nous a semblé absolument scandaleux. Et puis ensuite, bien entendu, faire venir en France, ça n'a qu'une valeur symbolique, et donc on a créé des hôpitaux dans différents endroits avec un vrai apport technologique. Et moi, j'ai jamais aimé beaucoup le terme humanitaire. Je suis beaucoup plus dans le transfert de savoir, dans le transfert de plateaux techniques. Et notamment à Kaboul, j'y étais pour la première fois en novembre 2001, les talibans venaient d'être chassés. Et on nous a dit c'est impossible de construire un hôpital à Kaboul, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de sable. Et nous avons construit le premier hôpital, la première réanimation d'Afghanistan, le premier scanner, la première IRM, et nous avons opéré, là, ces derniers jours, là, on a opéré 14 enfants à cœur ouvert. Alors, on nous a beaucoup critiqué parce qu'en général, je vous assure qu'on en prend plein la gueule. Et pendant 2002, 2003, on nous a dit c'est beaucoup trop beau pour les Afghans. Et moi, je pense que c'est absolument scandaleux de penser ça. Je pense que l'Afghanistan crève au contraire de ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a promis. Et je pense qu'il faut oser de façon générale, mais particulièrement en Afghanistan, car on est au bord. On est au bord de quelque chose que nous redoutons tous, et je pense qu'il va falloir aller plus loin. Mais dans cette audace folle qui a consisté à dire, OK, on va créer un hôpital dans une ville, oui, appelons ça une ville, en guerre, non seulement la guerre traditionnelle telle qu'on la voit, cette espèce de déferlement de technologie face à des types en sandales, mais aussi une société mais complètement déchirée entre le Moyen-Âge d'un côté et Internet de l'autre. Parce que ce qui est absolument fascinant, c'est que les talibans ou beaucoup d'Afghans, en tout cas dans les grandes villes, sont sur Twitter. Pour autant, quand, avec Alain, vous vous dites on va faire un hôpital français et en particulier on veut traiter les femmes, alors là, vous vous êtes heurté à quelque chose de plus profond encore, qui est évidemment une tradition qui fait qu'un médecin homme ne peut évidemment pas, je n'ose même pas dire toucher, mais regarder une femme. Oui, tout à fait. J'espère que d'ici un mois, on va commencer à construire l'aile pour la gynécologie et l'obstétrique. Alors, ça semble tout à fait banal de dire ça, mais gynécologie et obstétrique, je vous assure, déjà méfiez-vous de ces mots-là en Afghanistan. La première cause de décès chez la femme en âge de procréer, c'est la grossesse. Une femme meurt en couche toutes les 30 minutes en Afghanistan. Voilà la réalité des choses. Donc nous allons commencer à construire cette aile pour, je dirais, former des sages-femmes, former des obstétriciens, et
et qui ait une certaine dignité dans la procréation. Alors, Christine, tu as dit quelque chose qui pour moi, est une évidence. Et je pense que c'est là, si on ne comprend pas ça, je pense si on n'ose pas ça, je pense qu'on a perdu. Non pas le combat, mais je veux dire, on aura perdu le cœur des Afghans. Alors vous me direz, on n'en a pas grand-chose à faire, surtout quand je lis ce que j'ai lu dans l'avion, qui est absolument inimaginable. Je pense que les talibans font leur lit sur l'analphabétisme, le désert sanitaire, la misère, l'horreur, et que quelque part, cet hôpital, comme le lycée français de Kaboul, comme le cinéma Ariana qui avait été fait par Lelouch, malheureusement, qui n'a pas continué, mais à partir du moment où vous faites un hôpital digne de ce nom, ou une école digne de ce nom, et que vous avez un patient qui rentre dans cet hôpital, que vous avez une infirmière qui est formée, que vous avez un médecin afghan qui maintenant peut opérer, mais je vous assure qu'il est complètement imperméable au discours moyenâgeux, horrible du taliban. Et je pense que quelque part, faire un hôpital est aussi un acte politique. Et je pense qu'on a perdu, on n'aurait jamais dû en 2003 ouvrir le dossier Irak. C'était une évidence, c'était une erreur fondamentale, car le combat de l'Afghanistan était gagné. C'était inimaginable. Peut-être que dans la salle, il y a des gens qui ont été à cette époque-là. Il y avait les radios libres, les hommes étaient rasés, il n'y avait plus de burqa. C'était parti, quoi. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et là, si vous voulez, toutes les promesses de ces multiples conférences que vous entendez à Bonn, à Lyon, à Tokyo ou autre, où il y a en permanence des milliards promis, mais jamais les Afghans ont vu le moindre de ces milliards. Mais notre thème, tout au long de cette journée, c'est l'audace. Donc l'audace d'aller soigner des gens qui, a priori, sont au-delà des frontières et donc ne vous concernent pas. L'audace de faire venir des enfants et de braver toutes les tracasseries administratives diverses et variées, etc., etc. L'audace de construire un hôpital avec l'idée que c'est un projet politique, que c'est au moins aussi important que les drones. Mais il y a aussi cette dimension culturelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'une femme afghane, parce que l'audace, elle est aussi dans ce sens-là, ose venir chez toi se faire ausculter par un homme, un Européen, un Français, donc en bravant tous les tabous d'une culture, encore une fois, parce que je pense, Christine, qu'il y a une spécificité du comportement français à l'étranger, que l'on voit chez les militaires, que l'on voit chez les médecins, qu'on voit chez les infirmières, qu'on ne voit dans peu de pays. C'est-à-dire que nous allons vers... Il y a un dialogue, on va chez les Afghans, on est avec eux. Et ça, tu vois très bien de ce dont je parle. Et je pense que non seulement on ose, mais d'abord on le fait très bien. Et toute infirmière, tout médecin qui part là-bas, il te dit c'est impossible, c'est trop dangereux, ma femme ne veut pas, mes enfants disent que c'est impossible. Et finalement, ils osent quand même y aller. Et depuis l'inauguration en 2006, on a envoyé 1800 médecins, infirmières, etc. Tous, ils veulent y retourner. Et c'est pour répondre à ta question, c'est-à-dire qu'ils veulent y retourner parce que d'abord, ils ont vu quelque chose d'inimaginable en Afghanistan. Pourquoi est-ce qu'on est autant pris par l'Afghanistan? L'Afghanistan, pour tous ceux qui y vont, c'est un coup de grisou dans la tête. Ils n'en reviennent pas pareil, parce que c'est fascinant par les gens qui y sont, par le pays, par le ciel, et je sais très bien... les cerfs-volants. Les cerfs-volants. Et donc, si tu veux, il y a ce dialogue, qui n'est pas un dialogue forcé, il y a quelque chose qui se produit avec ces hommes, avec ces femmes afghanes, et je suis sûr que lorsque cette maternité sera construite d'ici un an et demi, elle sera pleine, on discutera et on impulsera peut-être un petit quelque chose qui sera un pas de plus vers j'espère, quelque chose qui ne sera pas aussi sombre que ce qu'on nous prédit à longueur de journées, de journaux. Une dernière question qui renvoie à la discussion précédente. Pierre
Pierre et Sébastien disaient très justement que notre culture, entre autres caractéristiques, il y en a d'excellentes, il y en a de moins bonnes, est une culture de jalousie. Et qu'en particulier, on parie plutôt sur l'échec d'autrui, parce que c'est plus réconfortant, que sur son succès. S'il y a un milieu, bien que tu n'aimes pas ce terme, où ces jalousies derrière la générosité de la démarche, où la jalousie existe, c'est l'humanitaire. Et ce sont des lieux de pouvoir, comme toute espèce d'organisation. Donc par rapport à la chaîne de l'espoir, qui est encore une fois une initiative française qui s'inscrit dans une certaine tradition. Comment as-tu vécu avec Alain Deloche la manière dont vous vous êtes inséré dans ce paysage très concurrentiel finalement, parce que toutes ces ONG se disputent, c'est affreux à dire, mais se disputent des clientèles. Je vois que tu connais le sujet. J'en ai entendu parler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu vrai. Si je prends l'expérience de Kaboul, c'est vrai qu'au début, on le fait contre vents et marées. Mais moi, je pense que ce que tu dis est vrai, mais c'est aussi la richesse du paysage, je dirais, des associatifs français, qui est quand même un succès inimaginable. C'est quelque chose qui est d'ailleurs inexplicable dans toute autre culture. Et je pense que ces rivalités ou ces guerres de chapelle, quelque part, elles ont une émulation parce qu'elles restent très entre nous, elles ne sortent pas beaucoup. Et une fois qu'une idée jaillit et qu'elle a fait son chemin, je pense qu'on y arrive. Parce qu'au départ, qui dit ONG, qui dit monde associatif, dit que si on n'a pas les tripes pour défendre une idée, d'abord, on ne trouvera aucun financement. Parce que la base, c'est quand même le financement. Au départ, pour faire cet hôpital, il a fallu trouver 8 millions d'euros. Et je vois dans les noms qui sont affichés là beaucoup de partenaires de cet hôpital qui, pourquoi est-ce que, je ne vais pas citer un nom parce que si j'en cite un, et pourquoi ils ont été vers une idée aussi folle que l'hôpital de Kaboul? C'est quelque part peut-être ceux qui l'ont présenté les ont emmenés dans une idée. Et je pense en effet rivalité, mais je pense qu'il y a aussi une émulation. Merci beaucoup, Jonathan. professeur Chesson. Merci beaucoup, Christine. On va passer au tac au tac. 3 questions, 3 réponses du tac au tac. Vous avez parcouru le monde et avez beaucoup exercé dans des pays difficiles. Alors je me posais la question de savoir si vous aviez déjà eu peur d'oser. Oui. J'ai eu très très peur et c'était en 80, c'était encore l'Afghanistan. J'étais de la première mission avec les Moudjahidines. Je m'étais promis de ne jamais, jamais, jamais y retourner. Alors question difficile compte tenu de votre parcours exemplaire. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? J'ai entendu, il y avait un monsieur là tout à l'heure, je m'excuse, je sais pas Sébastien Bazin. Ouais. Je suis fier que mes enfants m'aient pardonné et sont peut-être fiers de moi. Alors vous nous avez fait rêver. Et moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'il y a un rêve que vous n'avez toujours pas réalisé? Oui, ce rêve, il est presque touché. Je pense que si on fait la maternité de l'hôpital de Kaboul, on aura touché au plus grand symbole et on aura, je pense, énormément apporté à ce pays. Et on sera peut-être un des artisans du non-désastre programmé. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, professeur Chesson. Merci beaucoup, professeur Chesson.